l'histoire de Notre-Dame-des-Landes, c'est une commune qui était des Landes, qui ont été défrichées en 1830, 1840, enfin milieu 19e siècle. Des familles, les ancêtres des Fresneaux par exemple, chez qui on était hier à la vacherie, au domaine, ont défriché ces terres et sont venus les cultiver. Donc ça fait 6 ou 7 générations d'agriculteurs, de paysans qui ont travaillé ici. Et dans les années 60, il y a eu un projet de construire ce qu'un élu de droite de l'époque de Nantes, je me demande s'il n'était pas maire de Nantes ou député, il voulait faire un Rotterdam aérien. Rotterdam, c'est le plus grand port d'Europe, ou ça a été le plus grand port d'Europe. Et il voulait qu'au niveau du transport aérien, que ça soit à Notre-Dame-des-Landes, qu'on fasse sur la façade atlantique, une sorte de gigantesque hub. Il y avait le Concorde qui se profilait également, et qu'on construise quelque chose de gigantesque. Ils imaginaient même, ça a été cité dans un bouquin qui s'appelle Dégage, on emménage, qui est écrit dans les années 70, qu'ils pensaient que des touristes scandinaves allaient venir dans des avions avec leur voiture, carrément dans des avions cargo, pour débarquer avec leur voiture, des ferries, avions, et pour aller se promener sur la côte et aller à la boule, jouer au golf, faire des choses comme ça. Désolé les enfants, on fait une interview. Vous pouvez écouter par contre et regarder après. Et donc voilà, c'était un projet mégalomane de l'époque où ils pensaient que le transport aérien allait exploser et que tout le monde allait prendre l'avion quasiment quotidiennement dans les années 60. Mais on pouvait rêver à ça, hein, la science-fiction de l'époque, si on regarde les films, ils pensaient qu'en 2010, on aurait des voitures volantes. Et donc à l'époque, on pensait comme ça. Et puis le projet a été plus ou moins vif selon les époques. Dans les années 70, il y a eu des moments où ils voulaient mettre un coup d'accélérateur. Ils ont créé la zone d'aménagement différé, les décideurs, donc où ils ont commencé à racheter les terres avec le Conseil général, et les terres aux paysans, à préempter les maisons quand les gens partaient ou décédaient. Ils ne pouvaient pas revendre les maisons, mais elles étaient réquisitionnées par le Conseil général. Des maisons qui ont été louées dans un premier temps, puis évacuées. Et c'est ces maisons-là, ces maisons qui appartenaient au Conseil général notamment, qui ont été squattées par ce qu'on a appelé les zadistes à partir de, on va dire, 2009. Le projet a été réactivé sérieusement en 2000, sous Jospin. Donc l'association, la CIPA, la coordination des opposants se bataillaient déjà, machin, mais il n'y avait pas encore de zadistes. Les zadistes, ils apparaissent, on va dire, avec un des forums qu'on fait tous les étés depuis pas mal de temps, les pique-niques de la CIPA à la base, et puis c'est devenu des vrais forums termondialistes. En 2009, il y a eu le camp climat qui a rassemblé pas mal d'altermondialistes, d'anarchistes, de gens qui ont envie que le monde change. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se sont mis, avec l'accord et en concertation parfois avec des gens du coin. Des fois, il n'y a pas eu de concertation. Enfin, le dialogue s'est créé peu à peu. Ils se sont mis à squatter les maisons du Conseil général et à créer des vrais lieux de vie avec des activités. Et il y a encore, je pense, des gens au Limambou, une boulangerie, du maraîchage. En 2011, on a défriché le sabot. C'était une magnifique manifestation. Tu pourrais retrouver les images. On était avec des faucilles, des faux et tout ça pour aller défricher, je sais plus, un hectare de terrain pour faire du maraîchage et installer un groupe qui avait envie de s'installer de manière alternative. Et voilà, ça se passe bien depuis 2009, les zadistes, bon an, mal an, avec les problèmes du squat évidemment et toutes ces problématiques. Moi je connais pas trop, j'ai jamais été trop fréquenté la ZAD, j'ai plus traîné avec les vieux de la CIPA, enfin les vieux et les jeunes d'ailleurs. Et puis voilà, ça a commencé à péter à partir du moment où Jean-Marc Ayrault, devenant Premier ministre, a voulu mettre un coup d'accélérateur à son projet, son grand projet qu'il porte depuis les années 2000, depuis que Jospin a relancé le truc. En fait, c'est lui qui le porte en tant qu'ancien maire de Nantes. Et il a voulu mettre un sérieux coup d'accélérateur et essayer de diviser le mouvement en expulsant d'abord les zadistes, donc les maisons squattées du Conseil général, alors qu'il n'y avait aucune urgence, que les travaux ne devaient pas commencer tout de suite. En tout cas, pas ces travaux-là. Ils ont voulu évacuer la forêt de Roanne où il y avait des cabanes, où il y avait des gens, des Allemands, de partout, qui vivaient dans des cabanes à la rude, franchement. Et voilà, ça a déclenché tout ce que vous avez vu depuis dans les médias. Et j'espère que vous regardez les bons médias d'ailleurs. Je peux le dire, moi aussi je fais du média. Et
voilà, ça a déclenché cette sorte de guérilla rurale dans un climat qui n'est pas toujours propice, c'est très boueux, mais ils se sont plantés de A à Z. Ils ont appelé ça Opération César déjà, mais n'importe quoi. Une entreprise qui s'appelle Vinci, n'importe quoi. Ils choisissent une saison où les paysans ne sont pas occupés au travail des champs. Ça veut dire qu'ils peuvent se mobiliser avec les zadistes. Il y a eu une solidarité formidable. Donc n'importe quoi, enfin, c'est vraiment des branques. C'est vraiment des branques. Moi j'en suis à me poser des questions, à me dire mais est-ce qu'ils ne voulaient pas juste nous offrir une école de résistance, une école de combat? Combat, ça fait référence à des choses. Des fois j'en suis là. C'est qui le dindon de la farce? Est-ce que c'est Jean-Marc Ayrault qui croit encore sérieusement à son projet ou parce que François Hollande, à mon avis, n'en a rien à foutre. Il doit même savoir que c'est un projet dépassé. Et pour moi, c'est plié. Cet aéroport ne se fera jamais. À l'heure actuelle, on est le 29 décembre. Et je ne sais pas quand le projet a été arrêté, mais à mon avis, ça fait longtemps que des gens et que des décideurs savent que ce projet ne se fera pas. Il y a une telle résistance, une telle mobilisation depuis les années 2000. Ça n'est plus possible. Voilà. Moi, c'est un petit peu mon résumé de la chose. Parce que la croissance du trafic aérien n'est pas garantie. C'est hypothétique étant donné les perspectives sur le prix de l'énergie. Moi j'ai fait un film qui questionne justement des ingénieurs, notamment d'Airbus, qui se questionnaient sur les perspectives si on n'a plus accès aussi facilement aux ressources fossiles. Les alternatives, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, il faudrait regarder mon film pour détailler tout ça. Je ne vais pas te le refaire, mais il n'y a pas d'alternative énergétique au kérosène, au pétrole. Et le pétrole va être de plus en plus cher. C'est un poste de dépense qui est énorme dans le fonctionnement des compagnies aériennes. Et malgré le développement de l'aérien un peu artificiel du fait des low cost, où on ronge sur le social à balle, il faut voir dans les compagnies low cost les gens combien ils sont payés. Enfin, moi, je ne ferais pas confiance à un pilote qui est payé 1 200 € par mois et qui travaille 50 heures, ça se trouve. Parce qu'il doit être fatigué là, au bout du compte. Enfin, bon. La croissance du transport aérien, elle est très hypothétique dans l'avenir et elle n'est pas souhaitable, puisque ça contribue à peut-être à hauteur de 6-7% du réchauffement climatique, pour finalement transporter quel pourcentage de la population mondiale? Parce qu'il faut penser mondial. Ça doit représenter quoi? Allez, 0,5% des transports mondiaux. Cette frange de l'humanité qui bouffe toute la planète. Et qui bouffe les ressources de toute la planète, dont je fais partie, parce que moi je prends l'avion aussi, mais si possible pour aller donner des coups de main à ceux qui se battent contre cette mondialisation dégueulasse. Mais c'est plus à l'ordre du jour d'investir pour les riches. C'est fini. Mais même toute notre économie française, maintenant il faudrait la mettre au service pas du développement, mais de la dignité de l'Afrique, qu'on laisse crever, qu'on a colonisé comme des... Enfin, et on est à Nantes ici, une terre d'esclavage. On a inventé quasiment la traite négrière. Et il le sait, ça, Jean-Marc Ayrault. Qu'à un moment, le programme, c'est pas de faire un peu plus de croissance, un peu plus de richesse pour nous, non, c'est de partager. Ça s'appelle le socialisme. Ça s'appelle être internationaliste. Et il a intérêt de s'en rappeler, parce que s'il s'en rappelle pas, ben on va lui en mettre bien dans la gueule, quoi. Mais il le sait. Hein, Jean-Marc? Si tu regardes cette vidéo, François Hollande, je te kiffe. C'est mon pote, je vais serrer la main. J'ai la photo si tu veux, je te l'enverrai. Voilà. Pourquoi c'est un projet du passé? Parce que maintenant, l'avenir, c'est investir pour les pauvres sur Terre. Dans leur éducation, dans la santé, dans la dignité, dans les droits de l'homme, tout ce que tu veux. C'est le seul objectif de la France. Sinon, ils vont se faire enculer. Point barre. Ça te va ?